Imaginez un enfant de 3 ans qui se réveille en hurlant chaque nuit, suppliant qu'on le ramène dans sa « vraie maison », décrivant avec une précision troublante un lieu où il n'a jamais mis les pieds et des personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Les récits d'enfants se souvenant de leurs vies antérieures sont souvent considérés comme des anomalies, des coïncidences étranges, mais que se passe-t-il réellement derrière ces témoignages troublants qui défient notre compréhension de la conscience humaine? Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où la science et le spirituel se rencontrent, celui des enfants qui semblent porter en eux la mémoire de vie qu'ils n'ont jamais vécue dans leur corps actuel. Préparez-vous à découvrir des histoires qui pourraient ébranler vos certitudes les plus profondes et ouvrir votre esprit à des possibilités que vous n'aviez peut-être jamais envisagées. L'analyse de l'expert révèle que le phénomène des souvenirs de vies antérieures chez les enfants présente des caractéristiques remarquablement constantes à travers les cultures et les époques. Ces jeunes témoins, généralement âgés de 2 à 7 ans, commencent spontanément à évoquer des souvenirs d'une autre vie, avec une conviction et une précision qui laissent leurs parents stupéfaits et souvent inquiets. Le cas de James Leninger est l'un des plus documentés et vérifiables de l'histoire récente, un petit garçon américain qui, dès l'âge de 2 ans, a commencé à avoir des cauchemars terrifiants où il se voyait piloter un avion en feu. James se réveillait en hurlant, se débattant et criant « L'avion est en feu, je ne peux pas sortir », des mots qui glaçaient le sang de ses parents, Bruce et Andrea, qui ne comprenaient pas d'où pouvaient venir ces images traumatisantes. Au fil des mois, le petit garçon a révélé des détails de plus en plus précis, affirmant avoir été un pilote nommé James Huston Jr., avoir volé sur un corsaire pendant la Seconde Guerre mondiale et avoir été abattu près d'Iwo Jima par les Japonais. L'analyse de l'expert souligne que ce qui rend ce cas particulièrement convaincant, c'est la vérification méticuleuse effectuée par le père de James, initialement sceptique, qui a passé plusieurs années à rechercher des preuves pour confirmer ou infirmer les déclarations de son fils. Bruce Leninger a découvert qu'un pilote nommé James Huston Jr. avait effectivement existé, qu'il pilotait bien un corsaire et qu'il était mort exactement comme son fils le décrivait, lors d'une mission au-dessus de l'océan Pacifique le 23 mars 1945. Plus troublant encore, James identifiait correctement des modèles d'avions de guerre qu'aucun enfant de son âge ne pouvait connaître, utilisait une terminologie aéronautique militaire et reconnaissait d'anciens compagnons d'armes de Huston sur des photos jamais publiées. Les spécialistes de la mémoire infantile sont formels, ses connaissances techniques et ses souvenirs émotionnellement chargés ne peuvent s'expliquer par une simple exposition à des films ou des livres, surtout à un âge aussi précoce. Transitons maintenant vers un autre continent, l'Inde, où le cas de Shanti Devi a fait sensation dans les années 30, bien avant l'ère d'Internet et de la télévision, réduisant considérablement les possibilités de contamination par les médias. À l'âge de 4 ans, cette petite fille de Delhi a commencé à parler de sa « vraie maison » à Mathura, une ville située à 145 km de là, décrivant avec une précision troublante sa vie antérieure en tant que femme nommée Luc Dibet. Shanti affirmait avoir eu un fils et être morte en couche. Elle donnait des détails sur sa maison, son mari bijoutier nommé Kedarnath, et même l'emplacement d'argent caché dans leur ancienne demeure. L'analyse de l'expert met en évidence que ce cas a attiré l'attention de Mahatma Gandhi, qui a formé une commission d'enquête pour vérifier les déclarations de l'enfant, une démarche exceptionnelle qui témoigne de la crédibilité apparente de ce témoignage. Lorsque Shanti fut emmenée à Mathura, elle reconnut son ancien mari parmi une foule d'étrangers, le guida sans hésitation jusqu'à son ancienne maison en empruntant des raccourcis connus seulement des locaux, et identifia correctement des objets personnels qu'elle avait possédés. Plus étonnant encore, elle révéla l'emplacement exact de l'argent caché dont elle avait parlé, connaissait des secrets familiaux et des événements précis que seul Luc Dibet aurait pu connaître, des détails vérifiés par de nombreux témoins indépendants. Passons maintenant à un cas plus récent et tout aussi fascinant, celui de Cameron Macaulay, un petit garçon écossais qui, dès l'âge de 2 ans, parlait constamment de sa vie sur l'île de Barra, affirmant que sa « vraie » maison était blanche et donnait sur la plage. Le problème est que Cameron vivait à Glasgow et n'avait jamais mis les pieds sur cette île située à environ 300 km de chez lui. Il décrivait pourtant avec une précision déconcertante la maison, la plage et même les avions qui atterrissaient sur le sable à marée basse. L'analyse de l'expert note que la détresse émotionnelle est souvent un marqueur important dans ces cas. Cameron pleurait régulièrement en disant que sa famille de Barra lui manquait, particulièrement son père qui est mort en ne regardant pas des 2 côtés de la route. La mère de Cameron, initialement sceptique mais troublée par la persistance et la cohérence des récits de son fils, a finalement accepté de l'emmener sur l'île de Barra pour voir ce qui se passerait, un voyage qui a été documenté par une équipe de télévision britannique.
Sur place, Cameron a reconnu des lieux qu'il n'avait jamais visités et a guidé sa mère jusqu'à la Maison Blanche qu'il décrivait depuis des années, une maison qui correspondait exactement à ses descriptions et qui appartenait autrefois à une famille dont le nom correspondait à celui qu'il mentionnait. Ce qui rend ces cas particulièrement intrigants, c'est que la plupart des enfants commencent à parler de leur vie antérieure dès qu'ils acquièrent le langage, entre 2 et 4 ans, bien avant qu'ils puissent être significativement influencés par des sources externes. L'analyse de l'expert révèle également que ces souvenirs diminuent généralement vers l'âge de 7 ans, comme si une fenêtre temporelle se refermait, coïncidant avec ce que certains psychologues appellent l'amnésie infantile, cette période où nos premiers souvenirs commencent à s'estomper. Le Dr Ian Stevenson, psychiatre à l'Université de Virginie, a consacré plus de 40 ans de sa carrière à étudier plus de 3000 cas d'enfants prétendant se souvenir de vies antérieures, développant une méthodologie rigoureuse pour éliminer les explications conventionnelles. Son approche scientifique consistait à documenter les déclarations des enfants avant toute vérification, puis à rechercher des correspondances avec des personnes décédées, en veillant à ce que l'enfant n'ait pu obtenir ces informations par des moyens ordinaires. Stevenson a découvert que dans de nombreux cas, les enfants présentaient des marques de naissance ou des phobies correspondant aux blessures fatales ou au traumatisme de la personne décédée qu'ils prétendaient avoir été, un phénomène qu'il appelait « mémoire corporelle ». L'analyse de l'expert souligne que le cas de Purnima Ekanayake au Sri Lanka illustre parfaitement ce phénomène. Cette petite fille née avec une marque de naissance circulaire sur le dos affirmait avoir été un potier tué par la chute d'une roue de charrette qui lui avait brisé le dos. Les enquêteurs ont retrouvé la trace d'un potier décédé exactement comme Purnima le décrivait, dans le village qu'elle mentionnait, et la famille du défunt a confirmé les nombreux détails personnels que l'enfant connaissait sans explication rationnelle. Un autre aspect troublant de ces témoignages est la capacité de certains enfants à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises ou à posséder des compétences qu'ils n'ont jamais acquises dans leur vie actuelle, un phénomène connu sous le nom de xénoglossie. Le cas de Taranrit Singh en Inde en est un exemple frappant, ce garçon qui, dès l'âge de 2 ans, a commencé à parler d'une vie antérieure en tant qu'élève nommé Satnam Singh, tué dans un accident de vélo en se rendant à l'école. Taranrit connaissait non seulement le nom de son ancienne école, de son village et de ses parents, mais il pouvait également réciter des prières en punjabi et utiliser des expressions dialectales spécifiques à la région où Satnam avait vécu, bien qu'il ait grandi dans une région parlant un dialecte différent. L'analyse de l'expert met en évidence que lorsque la famille de Taranrit a finalement retrouvé la famille de Satnam, ils ont découvert que ce dernier était effectivement mort dans un accident de vélo 6 mois avant la naissance de Taranrit, et tous les détails fournis par l'enfant se sont avérés exacts. Plus surprenant encore, Taranrit a reconnu spontanément d'anciens amis d'école et des membres de la famille de Satnam, et a pu indiquer l'emplacement d'un coffre contenant des livres scolaires et des objets personnels dont seul Satnam aurait pu connaître l'existence. Les sceptiques avancent souvent que ces enfants ont pu être influencés par leur environnement ou par des informations obtenues inconsciemment, mais comment expliquer des cas comme celui de Ryan Ammons, un petit Américain qui se souvenait avoir été un acteur de Hollywood dans les années 30 ? À partir de 4 ans, Ryan se réveillait régulièrement en pleurant, suppliant sa mère de le ramener à sa maison à Hollywood. Il parlait de danser sur Broadway, de rencontrer Rita Hayworth et de voyager à travers le monde pour promouvoir ses films. L'analyse de l'expert révèle que la mère de Ryan, intriguée mais sceptique, a commencé à consulter des livres sur l'âge d'or d'Hollywood à la bibliothèque locale, et un jour, son fils a pointé du doigt un homme dans une photo de groupe en s'exclamant « C'est moi, c'est George, j'ai trouvé moi ». Après des recherches approfondies avec l'aide du Dr Jim Tucker, successeur de Stevenson à l'Université de Virginie, ils ont identifié l'homme comme étant Marty Martin, un acteur et agent artistique peu connu des années 30 et 40, mort en 1964. Ce qui rend ce cas particulièrement convaincant, c'est que Ryan a fourni 55 détails spécifiques sur la vie de Martin, dont la plupart se sont avérés exacts après vérification, y compris le nombre de ses mariages, l'adresse de sa résidence secondaire et le fait qu'il avait adopté un fils. La majorité de ces informations n'étaient pas disponibles publiquement et ont nécessité des recherches approfondies dans des archives privées pour être vérifiées, réduisant considérablement la possibilité que Ryan ait pu les obtenir par des moyens conventionnels. L'analyse de l'expert souligne que l'un des aspects les plus fascinants de ces cas est la façon dont ils transcendent les frontières culturelles et religieuses. Des cas similaires ont été documentés dans des sociétés où la réincarnation fait partie des croyances traditionnelles, mais aussi dans des contextes chrétiens ou musulmans où ce concept est généralement rejeté. Au Liban, le cas de Suzanne Ghanem est particulièrement frappant. Cette petite fille née dans une famille chrétienne maronite a commencé, dès qu'elle a pu parler, à affirmer qu'elle était en réalité Hanan Mansour, une femme druze décédée quelques années plus tôt. Suzanne insistait pour téléphoner à ses vrais enfants,
récitait correctement leur nom et numéro de téléphone, et lorsqu'elle a finalement rencontré la famille de Hanan, elle a reconnu immédiatement son mari et ses enfants, partageant avec eux des souvenirs intimes que seule Hanan aurait pu connaître. Plus troublant encore, Hanan était morte pendant une opération chirurgicale, après avoir tenté désespérément de téléphoner à sa famille pour leur dire quelque chose d'important, et Suzanne affirmait être revenue spécifiquement pour délivrer ce message inachevé. L'analyse de l'expert note que ces cas soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la conscience humaine, la mémoire et la possibilité que certains aspects de notre identité puissent survivre à la mort physique. La science conventionnelle peine à expliquer comment des enfants peuvent posséder des connaissances si précises et vérifiables de vie qu'ils n'ont pas vécues, surtout lorsque ces informations concernent des personnes obscures dont les détails biographiques ne sont pas facilement accessibles. Certains neuropsychologues suggèrent des explications alternatives comme la cryptomnésie, un phénomène où une personne oublie qu'elle a été exposée à une information et la redécouvre plus tard en croyant qu'il s'agit d'une nouvelle connaissance ou d'un souvenir personnel. Cependant, cette explication se heurte à des difficultés considérables dans les cas où les enfants sont trop jeunes pour avoir été exposés à ces informations, où les détails sont trop obscurs pour être communément connus, ou lorsque les vérifications confirment des faits qui n'étaient documentés nulle part. L'analyse de l'expert révèle que d'autres chercheurs évoquent la possibilité de la perception extrasensorielle ou de la télépathie comme explication alternative, suggérant que ces enfants pourraient capter psychiquement des informations provenant de l'esprit d'autres personnes. Mais cette hypothèse soulève autant de questions qu'elle n'en résout, car elle implique l'existence de capacités psychiques qui sont elles-mêmes contestées par la science conventionnelle et n'explique pas pourquoi ces souvenirs sont vécus comme des expériences personnelles plutôt que comme des informations externes. Le Dr Jim Tucker, qui poursuit aujourd'hui le travail de Stevenson, propose une approche qui s'appuie sur certains concepts de la physique quantique, suggérant que la conscience pourrait être fondamentalement non locale, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas entièrement confinée au cerveau physique. Dans cette perspective, la conscience serait comparable à l'information quantique, capable d'exister indépendamment de son support matériel et potentiellement de se réincarner dans un nouveau système physique, une hypothèse qui, bien que spéculative, n'est pas incompatible avec certaines interprétations de la mécanique quantique. L'analyse de l'expert souligne que ce qui rend cette hypothèse particulièrement intéressante, c'est qu'elle pourrait expliquer pourquoi ces souvenirs semblent s'estomper à mesure que le cerveau de l'enfant se développe, comme si la conscience antérieure était progressivement intégrée ou supplantée par la nouvelle identité en formation. Il est important de noter que ces cas ne constituent pas des preuves définitives de la réincarnation, mais plutôt des anomalies qui méritent une investigation scientifique sérieuse, sans préjugés ni dogmatisme. Qu'ils soient ultimement expliqués par des mécanismes conventionnels encore inconnus ou qu'ils nous obligent à reconsidérer fondamentalement notre compréhension de la conscience humaine, ces témoignages d'enfants nous rappellent l'immensité de ce que nous ignorons encore sur la nature de l'esprit et de la réalité. L'analyse de l'expert conclut que la question n'est peut-être pas de savoir si la réincarnation existe ou non, mais plutôt de comprendre ce que ces cas nous révèlent sur les capacités extraordinaires de l'esprit humain et sur les mystères qui entourent encore notre existence. Comme l'a dit le psychiatre Carl Jung, la psyché est par nature une réalité si puissante que peut être transcendée elle-même les catégories d'espace et de temps, une réflexion qui nous invite à garder l'esprit ouvert face aux phénomènes qui défient notre compréhension actuelle. Ces enfants aux souvenirs inexplicables nous rappellent que la frontière entre le possible et l'impossible est peut-être plus poreuse que nous ne le pensons, et que les réponses aux questions les plus profondes sur notre existence pourraient se trouver dans les témoignages les plus inattendus. Alors que nous concluons notre exploration de ce phénomène fascinant, nous vous invitons à partager votre propre expérience ou opinion dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré un enfant qui semblait se souvenir d'une vie antérieure, ou peut-être avez-vous vous-même des souvenirs inexplicables ? La vérité sur la réincarnation reste peut-être l'un des plus grands mystères de l'existence humaine, mais chaque témoignage, chaque cas documenté nous rapproche peut-être un peu plus de la compréhension de ce que signifie vraiment être conscient dans cet univers vaste et mystérieux.